Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je viens vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne encore, comment photographier l'amour. Si votre maison était amenée à brûler, quelles seraient les photographies que vous emmèneriez en premier? Posez-vous la question. Et la réponse sera sans doute les photographies des personnes que vous aimez. Alors en fait la vraie réponse ce serait plutôt je me tire et j'emmène aucune photo parce qu'elles sont toutes sauvegardées dans le cloud, parce que je suis quelqu'un de prudent, mais on va faire comme si je vous avais posé la question il y a 30 ans, juste pour que ça marche. Et aussi parce que c'est beaucoup moins glamour comme réponse. Vous emmèneriez donc en premier les photographies de vos proches. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce qu'en tant que photographe, on utilise un matériel à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, pour photographier des paysages qui sont loin de chez nous, des inconnus dans la rue, pour photographier nos clients qui sont pas non plus des proches, et on utilise nos smartphones pour photographier justement nos proches. C'est un peu étrange, mais c'est généralement comme ça qu'on fait. Alors que justement, ce sont ces photographies-là qu'on emmènerait si notre maison brûlait. C'est assez ironique, n'est-ce pas ? Et pourtant, photographier ses proches, c'est un usage qui est plutôt prédominant dans la pratique de la photographie. Je parle dans la pratique en général. C'est, je sais pas, peut-être 99% de l'usage qu'on en fait. On photographie ses enfants, ses proches, les soirées, les anniversaires, les moments en famille. Bref, les gens qu'on aime, on les photographie beaucoup. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres, ça donnerait presque le vertige. Facebook abrite 340 milliards d'images, ce qui en fait 30 fois plus que Flickr et 70 fois plus qu'Instagram. Et on y déverse environ 350 millions de photographies tous les jours, de photographies principalement de nos proches, nos amis, etc. C'est quand même l'usage principal de ce type de réseaux sociaux. Et même si on prend les petits derniers comme Snapchat, c'est 150 millions d'images qui sont chargées dessus tous les jours. Bon, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur internet qui ont déjà quelques années, mais je pense pas que ce soit une tendance qui a été à la baisse, bien au contraire. Vous pouvez vous dire que c'est à minimum ça, et c'est sûrement même plus. Bref, tout ça pour dire que photographier les gens qu'on aime, ça a de beaux jours devant soi, et c'est vraiment une pratique qui est très répandue. Et c'est de ça dont on va parler d'aujourd'hui, de photographes qui ont photographié l'amour, qu'il soit amical, filial, romantique, bref, tous les types d'amour, aucune discrimination sur le love ici. Coca-Cola, sponsor de toutes mes vidéos, c'est une blague. Et en fait, c'est un vrai sujet parce que beaucoup de photographes n'osent pas se lancer sérieusement dans ce type de pratique. À l'époque où je faisais encore des revues de portfolio, j'avais des lecteurs qui avaient envie de ça, ou qui l'avaient fait, donc photographier ceux qu'ils aimaient, mais qui n'osaient pas diffuser ces images et en faire un travail sérieux et terminé. Alors qu'au contraire, c'est dans la droite ligne de ce que je vous rabâche sans cesse, c'est-à-dire photographier ce qui est important pour vous, peu importe ce que c'est. Et vos proches, ça peut être aussi un de ces sujets. Dit autrement, l'amour c'est un sujet qui est ni mieux ni moins bien que les autres. C'est pas mieux que de faire du paysage, c'est pas moins bien, c'est un sujet tout aussi intéressant qui peut être creusé, étudié et photographié par vous. Alors je vais donc prendre quelques photographes pour vous montrer ce qui a été fait sur le sujet. Comme d'habitude, c'est une sélection totalement arbitraire de ma part. J'ai décidé de prendre cela parce que j'avais envie de prendre cela le jour où j'ai écrit la vidéo. Et si vous avez des idées de travaux intéressants qui ont été faits sur le sujet, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire, je serais toujours content de découvrir des trucs. Le premier photographe à avoir travaillé sur l'amour dont je voulais vous parler, c'est Nobuyushi Araki. Mais on va dire Araki dans le reste de la vidéo parce que c'est un peu long, et j'ai la flemme, tout simplement. Araki est un photographe japonais, c'est un artiste extrêmement prolifique, une figure des médias et de la culture au Japon. Il a publié de très nombreux essais et interviews et aussi livres de photographie, et dans des formes parfois totalement improbables. Un de ses premiers livres de photographie, c'est quand il travaillait dans une entreprise, il photocopiait ses photographies à la photocopieuse et il les envoyait aux gens un peu de façon aléatoire. Donc tout ce qui était bon pour faire un livre photo, on peut y aller. Donc il est très prolifique, Araki. C'est un personnage, comme vous le comprenez, qui est assez atypique, et on s'en doute aisément quand on voit cette coupe de cheveux. Personne de sain d'esprit ne se balade comme ça. C'est une règle de la vie. Souvent choquante, voire scandaleuse, les photographies d'Araki sont sans limite. Tout doit être photographié car pour lui, tout est bon à dire, et pour dire quelque chose, il faut le photographier, c'est comme ça qu'il vous voit les choses. Il dit lui-même avoir photographié tous les Japonais, sa photographie est compulsive, nerveuse, et il tend à être exhaustive, enfin c'est ce qu'il a envie de faire. Et il s'est intéressé à beaucoup de sujets qui vont de la photographie de rue au bondage, ou vous savez au truc où on attache des jeunes filles japonaises avec plein de cordes et on fait des photos. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il a fait ça aussi. Comme il le dit lui-même, il vit en symbiose avec son appareil photo. Mon corps est devenu un appareil. Mais Araki n'est pas qu'un photographe un peu excentrique et très prolifique, il s'est aussi intéressé à l'amour. Dans ses photographies, il questionne l'érotisme, le désir, le sexe, l'amour et la mort. Mais il faut pas s'y méprendre, tout ce que fait Araki n'est pas provoquant. Certaines de ses photographies sont remplies de poésie et de mélancolie et forment un vrai journal intime. Et ce sont ces deux séries qui vont nous intéresser aujourd'hui, Le voyage de noces de 1971 et Le voyage en hiver de 1990, qui sont consacrés à sa femme. Donc il s'agit d'un travail vraiment touchant. Il est empli de l'amour qu'il porte à sa femme. Le premier projet, Le voyage de noces de 1971, raconte comme son nom l'indique son voyage de noces, dont l'image que je vous affiche en ce moment à l'écran est devenue iconique.
Dans cette photographie, sa femme dort en position fétale dans une barque sur une rivière qui représente dans l'esprit d'Araki le nirvana, soit dans l'équivalent de la religion bouddhiste, le paradis. Une sorte de métaphore simple et élégante de l'amour qu'il lui porte. Avec sa barque, il navigue sur le paradis avec sa femme. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs la seule photographie de la série que sa femme aimait, et selon Araki, si elle dort dessus, c'est parce qu'ils avaient trop fait l'amour. Oui, Araki reste Araki, hein, sans surprise. Le pendant de cette série a été publié 20 ans après, et cette fois, c'est la mort de sa femme qu'il raconte, et il va la photographier jusque dans son cercueil. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette image. Il a été la photographier quand elle était malade à l'hôpital, il l'a accompagnée vraiment jusqu'au bout, lui étant présent et avec son appareil photo, car comme je viens de vous le dire, ils sont vraiment en symbiose tous les deux, lui et l'appareil qui l'accompagne, et il a été la photographier jusque dans son cercueil, comme je venais de vous le dire, ce que vous voyez sur l'image à l'écran. Donc Araki a vraiment photographié cette histoire d'amour de ses tout débuts à la toute fin. Bon, c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il y a énormément d'investissement personnel dedans, mais n'attendez pas que les gens meurent pour les photographier. Vous pouvez commencer maintenant. Autre exemple dont je voulais vous parler, qui cette fois porte sur l'amour filial, c'est le travail de Saliman. Alors ça n'a rien à voir avec Superman, Batman, etc. C'est pas du tout le même sujet. Blague de merde. Saliman est une photographe américaine qui travaille principalement à la chambre, dans son laboratoire et dans son domicile aux États-Unis. Et c'est un peu mon exemple joker à chaque fois que j'ai besoin de montrer que oui, photographier ses proches, ça peut être un travail tout aussi intéressant que d'aller photographier la guerre en Irak, la chute du World Trade Center ou les passants de la 5e avenue à New York. Elle s'est fait connaître par son projet At 12, qui est une série de portraits de jeunes adolescentes entre l'enfance et l'âge adulte. Ce qui, dans l'image que vous voyez, est matérialisé forcément par la cigarette au milieu de l'image, qui est réservée aux adultes, mais que la demoiselle utilise. Et c'est tout le sujet de la série de Saliman, ce placement entre l'enfance et l'âge adulte. Saliman est surtout connue pour son œuvre très controversée, qui s'appelle Immediate Family, où elle réinvente la photographie de famille. Elle en a d'ailleurs fait un livre chez Aperture, un éditeur dont je vous avais déjà parlé, qui est plutôt cool, très bien édité, qui coûte pas hyper cher, il doit être à 35 €. Et les planches de son travail sont hyper bien rendues dedans. Donc si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur ce qu'elle a fait, je vous mets le lien dans la description. Ces photographies, prises entre 1984 et 1991, montrent son fils Emmett et ses deux filles, Jessie et Virginia, dans l'intimité de la vie de tous les jours, où se mêlent l'innocence des jeux d'enfants et une sensualité un peu troublante. C'est surtout ça qui a posé problème à l'Amérique puritaine. Ces photographies sont directes, viscérales, crues, mais sans vulgarité. Elles sont vraiment sans artifice. Donc ce travail va susciter des polémiques dès la moitié des années 90, où elle est accusée d'exploiter ses enfants. Enfin, de les exhiber si vous voulez. Son travail se retrouve donc des fois censuré et vandalisé. Cependant, ses enfants ont maintenant grandi et prennent la défense de son travail qu'ils apprécient beaucoup. Et quand les œuvres sont encore vandalisées, comme ça a été le cas à Lausanne en 2010, elles ont été taguées et vandalisées, donc je pense pas déchirées, abîmées, je sais pas trop. Et donc les enfants ont encore une fois défendu ce travail en disant qu'ils ne se sentaient pas du tout exploités par ces images, bien au contraire. Donc je préviens juste au cas où il y a des critiques en commentaire, etc. Tout le monde est content avec ça. Saliman, elle est contente, ses enfants, ils sont contents. Voilà. On peut leur foutre la paix. Peu près. On n'est pas obligé d'aimer, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas... Il n'y a pas une mort, quoi. Bien qu'on voit des quéquettes. Alors Saliman travaille le plus souvent en noir et blanc, et comme je vous ai dit, à la chambre 8 par 10 pouces. Ça doit faire... Mais ça doit faire un truc à peu près comme ça. C'est une grosse chambre. Voilà. Si t'as des petits pouces, ça fait une petite chambre. Je sais pas s'ils les font sur mesure, je crois pas. Et ce qui est peu commun aussi, c'est elle qui travaille ses épreuves dans son laboratoire, dans sa maison. Donc c'est vraiment elle qui fait ses tirages, etc., pour arriver au résultat qu'elle veut. Les prises de vue sont réalisées principalement en extérieur dans sa propriété de Lexington. C'est près de la montagne de Blue Ridge aux États-Unis. J'ai aucune idée d'où c'est. Et juste pour finir sur la production des images, pour justement souligner le caractère un peu sensuel et mystérieux des photographies, elle va beaucoup travailler sur les contrastes, ce qu'on voit dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Le dernier photographe dont je voulais vous parler pour parler de la photographie de l'amour et des gens qu'on aime, c'est Saul Leiter. Alors, tout le monde le sait peut-être pas, mais donc il a travaillé sur l'amour, mais à la base, Saul Leiter, il est plutôt connu pour son travail de photographie de rue, et il a aussi officié en tant que photographe de mode jusque dans les années 80 à peu près. Saul Leiter, c'est une histoire un peu particulière parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup reconnu par ses pairs, mais très peu de son vivant par le grand public, et il n'a pas eu beaucoup de reconnaissance avant il y a, je sais pas, une dizaine d'années, etc., où ces images sont sorties, et on a eu un peu des livres, etc., mais de son vivant, ça n'a pas trop été ça. Bon, après, c'était aussi un peu de sa faute, il y a eu quelques occasions manquées, il a refusé de grandes expositions, par exemple, il a refusé d'exposer à The Family of Men en 1955, donc qui a été une énorme exposition de photographie humaniste qui a tourné partout dans le monde, donc ça, il a refusé d'y participer parce qu'il pensait qu'il n'avait pas le niveau, donc là, c'est vraiment une occasion
en or d'avoir la visibilité qu'il a refusée. Et il aurait aussi dû être exposé avec Robert Frank et la Photo League, mais le collectif s'est dissous avant l'exposition. C'était vraiment pas de bol. Mais après, ça lui allait très bien, comme il l'a déclaré dans une interview en 2008. Pour construire une carrière et avoir du succès, il faut être déterminé, il faut être ambitieux. Je préfère largement boire du café, écouter de la musique et peindre quand j'en ressens l'envie. Pas très connu Saul Leiter durant sa vie, mais il l'a hyper bien vécu et à la fin il s'amusait un petit peu de sa nouvelle notoriété. Tout roule encore une fois. Pour en revenir à sa vie et à sa photographie, Saul Leiter est né à Pittsburgh aux États-Unis, mais quitte très vite cette ville pour New York dans les années 40-50. Dans ce lieu où bouillonnent l'art, les rencontres culturelles en tous sens, il va rencontrer pas mal de monde, notamment le peintre Mark Roscoe, les expressionnistes et aussi Louis Faurer dont je vous avais déjà parlé, et William Eugene Smith, un autre reporter assez célèbre. C'est aussi là qu'il redécouvre la street photographie et le travail d'Henri Cartier-Bresson. Alors oui, à chaque fois qu'on prend une biographie, à un moment il y a l'influence d'Henri Cartier-Bresson. Ça tombe à chaque fois. On peut pas y échapper, c'est une autre règle de la vie. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si. Donc comme je vous le disais, même s'il est connu pour ses photographies de rue en couleur, il a aussi beaucoup travaillé sur l'amour, l'intimité et les femmes, et tout ça a abouti à un livre post-mortem qui s'appelle In My Room, qui va apparaître comme par magie, ça faisait longtemps, le voici. In My Room qui a été édité par Steidl, donc c'est un éditeur allemand que j'adore, c'est sans doute mon préféré. Le papier est magnifique, les images sont hyper bien tirées dedans, et le travail est très très cool. Très argentique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où le grain, les nuances de gris, etc. Rendent vraiment très bien et sont un peu dans l'esprit de l'argentique que j'aime bien. Donc c'est un bouquin que j'apprécie beaucoup, et je vais vous en parler justement maintenant. Le livre présente une sorte d'étude approfondie du nu à travers les photographies de Saul Leiter. Dans ces images en noir et blanc, les corps se révèlent à la lumière naturelle de son appartement de New York. C'est une sorte de collaboration un peu unique entre Saul Leiter et les femmes qu'il a photographiées. Le projet démarre dès son arrivée à New York et se terminera dans les années 60 où il cesse de photographier des femmes, à peu près à cette époque-là. Il tirait d'ailleurs lui-même ses photographies dans son appartement, je pense pour éviter de les montrer au laboratoire pour des questions de vie privée. Il a voulu faire un livre de ses photographies dans les années 70, mais le projet n'a jamais vu le jour. Donc c'est pas trop un livre post-mortem fabriqué vraiment à partir de rien, il y a quand même Saul Leiter qui a voulu faire ça à une époque, ça n'a pas abouti et ça a été fait après sa mort, mais c'est pas non plus un délire pur d'éditeur quoi. Saul Leiter a toujours préféré la solitude et n'a jamais vraiment donné d'explication détaillée de ses intentions photographiques et de son travail. Là encore, avec In My Room, Saul Leiter nous emmène dans son monde privé qui conserve encore une fois sa part de mystère. Les nus de Leiter sont à la fois très spontanés et romantiques. Ils sont assez naturels. On pourrait un peu voir ça comme les pages éparpillées d'un journal intime. Ces femmes sont très naturelles devant son appareil photo, sans complexe. On les voit se réveiller, prendre un bain, se mettre du rouge à lèvres, du maquillage plus généralement, prendre la première cigarette de la journée. Elles sont pas du tout apprêtées, des fois elles ont le visage encore un peu froissé par l'oreiller. On les voit aussi s'habiller, mettre leur bas, ou juste traîner dans le lit au milieu des bras. A noter, on trouve dans l'ouvrage plusieurs femmes qui se masturbent, ce qui est très rare dans la photographie de nu classique. Comme d'habitude, je vous mets dans la description tous les liens vers les livres dont je vous ai parlé dans la vidéo. Moi, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. Je vous encourage aussi vivement à, si ça vous intéresse, vous mettre à photographier vos proches et l'amour que vous avez pour eux. C'est un sujet qui ne vous lassera jamais, normalement, donc lancez-vous et vous ne serez pas le premier à le faire, mais vous pouvez apporter votre petite pierre à l'édifice aussi. Et tant qu'on y est, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Donc là, il y a l'image qui arrive, mais le lien est dans la description, il faut cliquer, vous pourrez le télécharger, il est gratuit. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez du temps tout nu, et à la prochaine.